Dans cet exercice-là, on s'intéresse à une réaction très classique. C'est la réaction suivante, la réaction numéro un. Donc, voici les deux réactifs et on a les deux produits. Dans la première question, on s'intéresse à l'enthalpie standard de cette réaction-là à cette température. Donc, on a cette température dans les données et on a les valeurs, bien sûr, des différentes grandeurs. Donc, on a delta FH0 et CP0. Donc, on va utiliser delta FH pour calculer delta RH01. Donc, c'est les produits moins les réactifs. Donc, c'est delta FH0 de Ca3SiO 5 plus 3 delta FH0 de CO2 moins delta FH0 de SiO2 moins 3 delta FH0 de deuxième réactif, donc c'est CaSO3. Et bien sûr, on a les différentes valeurs, donc on peut calculer la valeur de delta RH0. Donc on va trouver 419 kJ par mol. L'unité est bien sûr mentionnée ici. Donc voici la valeur de delta H. Et dans la deuxième question, on nous demande quelle relation doit vérifier les capacités calorifiques molaires standards à pression constante, donc c'est CP0, des réactifs et de produits, pour que delta RH01 soit indépendant de la température. Donc indépendant de la température, c'est ce qu'on appelle l'approximation d'Illingham. L'approximation d'Illingham, il est valable lorsque delta RCP c'est 0, P égale à 0. Donc dans ce cas-là, on peut dire que delta RH0 ne dépend pas de la température, ne dépend pas de T. Et c'est la condition, c'est ce qu'on appelle l'approximation d'Illingham pour delta RH. On a de même pour delta RS. On considère cette condition vérifiée par la suite, donc on a toujours delta RH ne dépend pas de la température. On souhaite évaluer le transfert thermique QP, donc c'est à pression constante, pour transformer une tonne de CaSO3 selon la réaction 1, donc c'est cette réaction-là. Donc on veut transformer une tonne de ce réactif-là, effectué à 1700 Kelvin. Donc on a dit que normalement il ne dépend pas de la température, donc delta RH reste le même, sous la pression de P0, donc c'est un bar, il crée une relation entre QP et delta RH1. Puis calculer la valeur numérique de QP. Donc normalement, on peut dire que toujours QP c'est Xi fois delta RH. Delta RH de la même température. Donc la température c'est 1700. Donc ici c'est 1700. Et donc on aura Xi fois delta RH0 de la température initiale qu'on a étudiée. Pourquoi? Car elle ne dépend pas de la température. Donc on a utilisé ça pour cette égalité-là. Donc on a cette valeur-là, c'est cette valeur, et il nous reste de déterminer Xi. Pour déterminer Xi, il suffit d'effectuer un tableau d'avancement. Donc on a une tonne, donc c'est la masse. Donc la masse c'est 10 à la puissance 3 kg. La masse molaire, on a les masses molaires ici. Donc on peut calculer la quantité de matière initiale de CaSO3. Il suffit de calculer Xi donc. Donc pour trouver Xi, il suffit d'effectuer un tableau d'avancement. Et pour effectuer un tableau d'avancement, on va réécrire la réaction. Donc on a 3 CaO, CaO3. Je pense que c'est CO. CaCO. Ok. Donc c'est CaCO3 plus SiO2. Il va nous donner 3CO2 plus Ca3
SiO5. Donc voici la réaction. On a une masse de ce réactif, donc la masse sur la masse molaire, moins 3 fois xi. Ici, on aura une quantité de matière, on va l'appeler N0 moins xi. Ici, on aura 3 xi, et ici, on aura xi. Donc ça, c'est le tableau d'avancement à un instant t. À t. Si on veut que la réaction, on va supposer que la réaction, bien sûr, c'est total ou quantitative. Réaction totale. Donc on peut dire que m sur la masse molaire égale à 3 xi. Et donc xi, normalement, c'est la masse qui est égale à 10 à la puissance 3 tonnes sur 3m. Et pour m, on va dire que c'est la masse molaire de Ca plus la masse molaire de C plus 3 la masse molaire de O. Donc on va factoriser par 3. Et donc on peut remplacer dans la relation de QP. Donc QP, c'est delta RH0 de la température initiale fois la masse, donc qu'on connaît, 3 facteurs de la masse molaire de Ca qu'on a dans les données, la masse molaire de carbone, on a aussi dans les données, et la masse molaire de eau. Et donc on peut calculer ça. Donc voici la masse molaire du carbone, de Ca et de l'oxygène. Donc on peut calculer ça et trouver la valeur. Bien sûr, la masse c'est 10 à la puissance 3 tonnes. Donc le calcul va donner 1397 kilojoules. Donc c'est la quantité de chaleur qui est produite par la réaction d'une tonne de notre produit. Bien sûr, on supposait que la réaction est totale dans ce cas-là. Donc, car on va avoir la transformation d'une tonne. Donc, c'est une transformation totale. Cette énergie peut être apportée par la réaction totale de combustion de méthane. Donc, l'énergie QP, on va la fournir en utilisant cette réaction-là. Il nous donne le delta RH de cette réaction-là. C'est une réaction exothermique, alors que la première réaction, c'est une réaction endothermique. Donc la première réaction nécessite une chaleur pour commencer, alors qu'ici, il va donner une chaleur. Cette réaction va donner une chaleur. On étudie la combustion sous un bar d'une mole de CH3 avec la quantité stoichiométrique d'air, c'est-à-dire qu'on a 2 moles de O2 et 8 moles de N2 initialement à cette température-là. Quels sont les constituants présents à la fin de la réaction et leur quantité respective. Donc c'est les quantités de matière. Bien sûr, on aura ici une réaction qui est totale, donc combustion qui est totale, et on a une quantité stoichiométrique. Donc on aura dans la question 4.1, donc c'est CH4 plus 2O2, il va donner CO2 plus H2O. 2H2O. Donc initialement, on a ici N mol, par exemple. Ici, on a 2 N mol. Et bien sûr, si on veut ajouter N2, on aura ici 8 mol. 8N. 8N. Ici, initialement, on n'a pas CO2 et H2O. À l'état final, on aura N moins xi. Ici, on aura 2N moins 2 xi. Et ici, on aura 8N moins xi. Mais N2, c'est pas un réactif. Donc, on aura ici 8N2. 8N2. Et donc, ici, on aura 8N. Là, on aura xi. Ici, 2 xi. Alors qu'ici, on aura 8 xi. Donc, la réaction est totale. Donc on a un réactif limitant et total. Donc le réactif limitant va être CH3.
Donc si CH3 c'est le réactif limitant, donc N égale à xi. Et si O2 c'est le réactif limitant, on aura la même chose, donc N égale à xi. Et donc on va avoir notre composition finale. Donc on aura N de CO2, c'est N, la quantité initiale de CH4, donc on va noter N0. Donc c'est N0. Le N de H2O, c'est 2N0. Et pour N2, N de N2, normalement c'est 8N0. Donc voici la composition finale de notre système, car on a effectué la réaction à l'air, et donc en présence de N2. Si on effectue la réaction en présence de O2, simplement par O2, on n'aura pas N2. Donc voici les constituants, car la question c'est quels sont les constituants présents en fin de la réaction, donc à la fin de cette réaction-là, et leurs quantités respectives. Donc on a CO2, H2O et N2. Car on a ici initialement N2, et N2 c'est pas un réactif. Effectuer une estimation de la valeur de la température TF atteinte par ces constituants en fin de la réaction en considérant les hypothèses suivantes. Donc on va déterminer la température de flamme, c'est ce qu'on appelle la température de flamme. La chaleur libérée par la réaction n'a pas le temps d'évacuer vers le système extérieur. Donc on peut dire que la transformation c'est adiabatique. La transformation qu'on va considérer c'est adiabatique. La deuxième, c'est que la capacité thermique molaire C0P sont indépendantes de la température. Donc les CP sont des constantes. Dans ce cas-là, on peut utiliser ça, ces valeurs-là, car ces valeurs, elles sont fournies à cette température-là précisément. Donc il peut dépendre de la température, mais généralement, on considère qu'il ne dépend pas de la température. Donc pour effectuer ça, on va utiliser le fait que c'est adiabatique. La réaction ou la transformation est adiabatique, c'est-à-dire que la chaleur générée par la réaction de combustion va être absorbée par les produits, c'est-à-dire par les constituants qui sont présents à la fin de la réaction. Et donc on peut dire que normalement la quantité de chaleur fournie par cette réaction-là, on va l'appeler QP', pour être différente de QP qu'on a étudié précédemment, égale à xi fois delta RH02 de la réaction de combustion. Or, xi ici c'est N0, donc on aura N0 fois delta RH02. Cette chaleur-là, c'est une chaleur négative. Donc ça, c'est négatif. Pourquoi? Car normalement ça, elle est négative, car c'est exothermique. Or, la chaleur qui est absorbée par ces réactifs-là est donnée par la valeur absolue de QP', qui est égale à moins QP'. Donc c'est moins N0 delta RH02. Donc ça c'est la chaleur absorbée par ces réactifs-là. Ces réactifs sont des gaz. Et donc on peut dire que ces réactifs, la chaleur absorbée par chaque réactif va être égale à l'intégrale de C0P de ce produit-là ou de ce constituant-là fois dt entre la température initiale qui est fournie et la température finale qu'on cherche. Plus la même chose pour les autres. Donc pour H2O, on aura ici, on doit multiplier par N0 par sa quantité de matière. Ici de TI jusqu'à TF, 2N0 C0P de H2O dt. Et plus le dernier terme. Donc le dernier terme, c'est l'intégrale de TI jusqu'à TF de 8N0 C0P de N2 dt. Donc on peut simplifier par N0, ici, là et là. Les C0P sont les mêmes,
Donc ils sont indépendants de la température, donc on peut faire sortir les C0P des intégrales. Et bien sûr, on peut calculer l'intégrale, ce qui va donner une sommation de C0P. Donc C0P de CO2 plus 2 C0P de H2O plus 8 C0P de N2, le tout facteur de l'intégrale de C0P de dt entre TI et TF qui vaut TF moins TI. On veut TF et donc on peut dire que normalement TF égale à TI moins delta RH02 sur C0P de CO2 plus 2 C0P de H2O plus 8 C0P de N2. Et donc cette équation-là, c'est une équation qui nous permet de déterminer la température finale de notre système réactif. Donc c'est la température qu'on appelle température de flamme. Et cette température-là ne dépend pas de la quantité de matière de N0. Donc elle ne dépend pas de CH3, CH4. Donc elle ne dépend pas de CH4 généralement. Donc on peut calculer cette température-là en utilisant les valeurs qu'on a et bien sûr ce qui va permettre de trouver directement TF en Kelvin. La valeur numérique qu'on va trouver c'est 2760 Kelvin à peu près. Donc c'est une température qui est classique dans l'ordre de grandeur des températures qu'on trouve et on peut vérifier ça par le fait que c'est plus grande que cette température-là. Et donc, le résultat qu'on a trouvé, c'est un résultat qui est bon. Donc, on peut utiliser cette température-là pour réaliser, ou cette réaction pour réaliser cette deuxième, deuxième réaction. Et donc, c'est un problème classique qui constitue un exemple de l'utilisation d'une réaction de combustion pour réaliser une réaction qui est endothermique. Donc on utilise une réaction exothermique pour générer une chaleur pour une autre réaction qui est endothermique.